C'est une enquête passionnante sur l'univers mystérieux des services secrets français. Bonsoir Florent Wadillo, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous co-signez Les Espions de l'Élysée, édition Talendier, avec l'autre co-auteur du livre qui est avec nous. Bonsoir également Alexandre Papa-Emmanuel. Votre livre est publié donc aux éditions Talendier, Le président français et les services de renseignement. Pour commencer messieurs, mars 2012, 7 morts à Toulouse et Montauban, notamment à l'école aux Aratora. Janvier 2015, Charlie Hebdo, 12 morts. Novembre 2015, Bataclan, 38 morts. Et juillet 2006 à Nice, 86 morts sur la promenade des Anglais. Les services secrets français sont-ils encore efficaces ? Oui, en fait, on le voit, c'est une menace qui est permanente et une prise de conscience qui est assez tardive finalement par le pouvoir politique d'investir cette matière qu'est le renseignement. Elle a longtemps été une matière un peu sulfureuse. Ouais. Il ne fallait pas s'y approcher, pas y toucher. Et à la faveur du livre blanc sur la défense et la sécurité nationale lancé par le président Nicolas Sarkozy, il y a une fonction stratégique, connaissance et anticipation qui va agréger des crédits supplémentaires pour faire en sorte que les services de renseignement puissent faire face. Mais tout de même, on apprend dans votre livre qu'un ancien coordonnateur justement du renseignement français déclare « Nous avons découvert la naissance de Daesh et l'autoproclamation du califat par Abou Bakr al-Baghdadi à la télé ». Oui, alors c'est deux enseignements cette anecdote. La première, c'est que l'information va souvent plus vite que le renseignement, surtout quand c'est du temps réel. Aussi parce qu'il y avait un effet de surprise qui avait été savamment ménagé pour cette annonce du califat. Et puis c'est surtout aussi, et vous le soulignez dans votre première question, le fait que le renseignement avait sur certains sujets stratégiques un train de retard, un train qui est lié à ce train de retard à soit des questions d'investissement, qui soient technologiques ou humains, mais aussi stratégiques. C'est-à-dire il y a certains domaines qui avaient été un peu laissés en jachère. Et typiquement sur le Proche-Orient, les services avaient parfois laissé l'arme au pied. Et Daesh leur a permis, a nécessité qu'ils reprennent tout de suite, très rapidement, une meilleure connaissance du terrain et des acteurs. Qu'est-ce qui a été laissé en jachère au Proche-Orient, alors que la France est plutôt réputée justement pour sa connaissance de cette région ? En fait, ce qui est assez compliqué, c'est de pouvoir anticiper. C'est vrai qu'il y a un investissement important, Florent l'a souligné, pour comprendre, collecter, récupérer du renseignement, mais essayer de détecter la prochaine crise, le prochain foyer, c'est compliqué. Est-ce qu'on a vu ce qui allait se passer au Maghreb ? Est-ce qu'on a pu déceler justement ce califat émerger? Et donc là, il y a une vraie question sur l'anticipation. Et l'anticipation, c'est agréger finalement des savoirs qui sont un peu mous, des savoirs de sciences humaines, de sciences sociales, des indicateurs économiques, avec du renseignement qui est, lui, plus technique. Et là, c'est très compliqué de pouvoir imaginer ce que sera la crise demain. Alors en ce moment même, en France, il y a une mission d'évaluation des députés. On sent qu'il va y avoir des frictions entre l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement, et l'Assemblée nationale. Est-ce nécessaire selon vous et comment s'organise cette évaluation ? En fait, aujourd'hui, on le voit, c'est deux mondes qui s'affrontent. Le monde du renseignement, qui est un monde secret, un monde où on susurre, exactement. Et le monde politique, qui est lui un monde où on prend parole, où on débat. Et ça a été une acculturation un peu compliquée, en fait, entre ces deux mondes. Mais la délégation parlementaire pour le renseignement a permis que ces mondes puissent se réunir et essayer vraiment de discuter et essayer aussi de faire des retours d'expérience, c'est-à-dire voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché, comme vous l'avez souligné en introduction. Alors justement, la France doit-elle, selon vous, renforcer le contrôle de l'exécutif sur ses services secrets ? En réalité, il y a eu une grande réforme de 2013 qui a permis d'aller loin dans le contrôle de l'exécutif par le Parlement, et c'est une bonne chose. Il faut désormais, je pense, faire des réglages d'horlogerie fine. Il y a des thématiques qui sont extrêmement techniques, qui méritent néanmoins d'être investies. Je prendrai un exemple, c'est l'échange que nos services de renseignement peuvent avoir avec des services étrangers. Ces échanges-là ne sont soumis à aucun contrôle et il faut désormais progresser sur cet échange-là dans une perspective démocratique pour deux raisons. La première, c'est que cet échange permet parfois de contourner le cadre législatif de mise en œuvre de certaines techniques parce que là où on n'a pas d'autorisation, eh bien, les services voisins peuvent en avoir. Et la deuxième, c'est qu'il y a certains pays où les services pratiquent la torture et donc les informations sont obtenues de manière illégitime quand ça n'est pas beaucoup plus grave. Donc, il faut, sur cette thématique, par exemple, très précise, aller plus loin. Mais globalement, le grand Big Bang de la réforme du contrôle des services de renseignement n'est pas à l'ordre du jour. Ouais, mais pour qu'on comprenne bien, les services de renseignement, la DGSE notamment, services extérieurs, sont les yeux et les oreilles du président de la République, Emmanuel Macron en l'occurrence. Qui obéit à qui? Est-ce que c'est Emmanuel Macron qui donne le là ou est-ce que ce sont les services qui disent au président « Attention, si vous prenez cette décision politique, il y aura des répercussions » ?
La question, c'est de savoir si le renseignement pèse dans le processus décisionnel. Il pèse de plus en plus, alors qu'il a été longtemps très marginal, Alexandre Pape-Emmanuel le disait. Aujourd'hui, je pense véritablement que les services ont une voix au chapitre. De là à avoir une voix déterminante, je crois que c'est encore trop tôt. Sur les questions de géostratégie, je crois que le Quai d'Orsay, les diplomates, restent totalement prévalents pour le président de la République. En revanche, lorsqu'on est sur une action beaucoup plus clandestine, qui est au cœur des crises, c'est là qu'ils reprennent très clairement le lead. Alors, en fait, on voit qu'il y a une compétition sur cette information stratégique. Et l'enjeu de cet ouvrage, c'était de montrer que le président voit différents conseillers s'affronter, se confronter pour susurrer à son oreille, que ce soit un conseiller militaire, le chef d'état-major particulier, que ce soit son conseiller diplomatique ou son conseiller en renseignement. Mais il y en a un que vous avez rencontré, c'est le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. C'est un poste qui a été créé sous Nicolas Sarkozy. Cet homme, il vous décrit son rôle et sa fonction, sa mission, c'est quoi au juste ? En fait, Nicolas Sarkozy crée le coordinateur national du renseignement suite à une campagne présidentielle où il annonce un grand Big Bang sur la sécurité et où il veut présidentialiser en fait cette fonction-là. Il n'y arrivera pas, mais il crée le coordinateur national du renseignement qui, à la faveur d'une réforme récente voulue par Emmanuel Macron, se voit adjoindre en fait la lutte contre le terrorisme. Et on voit l'histoire de ce conseiller, en fait, c'est l'histoire des menaces qui nous font face, l'histoire aussi d'une conception du pouvoir par les présidents. Nicolas Sarkozy qui veut collecter cette information, l'avoir au service du président et d'une hyper-présidentialisation. François Hollande, on le voit, a un rapport beaucoup plus distancié avec cette matière-là. Il respecte la séparation des pouvoirs. Et Nicolas Sarkozy adjoint la lutte contre le terrorisme et fait en sorte qu'il y ait un peu plus de moyens qui soient adjoints au coordinateur national du renseignement avec une cellule un peu plus armée. Pourquoi cet hyper-présidentialisme fait-il peur aux services de renseignement français ? Finalement, il leur a fait peur au début, mais aujourd'hui, ils en sont bien contents parce que ce sont les seules administrations qui bénéficient d'autant de moyens, d'autant de recrutement. Alors qu'on est en période de disette, seuls les services recrutent. L'argent tombe à pluie sur eux pour légitimement des opérations techniques, etc. Donc je crois que désormais les services de renseignement sont normalisés, les présidents de la République les considèrent comme une administration parmi d'autres qui peut se révéler très utile dans certains cas. Mais effectivement, auparavant, les services de renseignement faisaient une grande peur parce que la France a une tradition de scandale en matière de renseignement. Que l'on pense au Rainbow Warrior en 85, ce navire de Greenpeace qui est coulé par les services français, au micro posé par la direction de la surveillance du territoire dans le Canard enchaîné en 1973. Donc on a en fait un pays avec un passif en matière de renseignement qui n'était donc pas favorable à ce que les responsables politiques les voient d'un bon œil. Au Royaume-Uni, on traite d'égal à égal politique, service de renseignement, ce qui n'est pas le cas en France. Il y a toujours cette méfiance, vous l'avez dit, pourquoi ? Comment est née cette défiance ? Il y a ces affaires, mais... En fait, c'est vrai, Florent l'a rappelé, il y a ces affaires, il y a aussi une lutte, et c'est l'histoire de la Ve République, entre qui va coordonner ces services de renseignement. Est-ce que c'est une affaire de président ? Est-ce que c'est une affaire de Premier ministre qui contrôle l'administration ? Et donc, on le voit, il y a des allers-retours qui se font, et à la fin, il y a une matière qui est hautement inflammable, en fait. Parce que avoir du renseignement à proximité, c'est aussi prendre le risque d'être éclaboussé quand il peut y avoir une faille ou un attentat. Et donc, essayer de se tenir à distance, c'est aussi un moyen d'avoir un pare-feu pour un président et d'éviter de rentrer dans la masse et de prendre un peu de hauteur. Toujours est-il qu'il y a un vrai défi pour le président, c'est celui d'être informé, de comprendre le monde. Et en cela, les services de renseignement ont un rôle à jouer et le brief journalier et quotidien du CNR est pour cela précieux. Le top 5 des meilleurs services de renseignement extérieurs au monde, quels sont-ils ? Est-ce que la France en fait partie ? C'est compliqué votre question. Alors les trois quand même. Non, mais parce qu'il y a plein de manières de classer un très bon service. Par exemple, Israël a un excellent service, notamment pour les opérations extérieures. C'est le seul service qui a une telle capacité de projection. C'est le Mossad. C'est le Mossad qui peut jusqu'à 10 000 km hors du territoire national avoir des opérations. Pour autant, ça n'est pas... Comment vous l'expliquez d'ailleurs, le Mossad ? Parce qu'en fait, c'est le seul service de renseignement, à ma connaissance, qui a été créé avant l'État qui le dirige. Le Mossad préexiste avant l'État d'Israël. Ouais. Donc c'est un service qui est totalement ancré dans la culture israélienne. Et par ailleurs, avec le service militaire obligatoire, la réserve, ce qui fait qu'il est très influent dans l'ensemble de la société et dans le tissu industriel. Donc c'est un très bon service opérationnel, mais pas un excellent service géostratégique, parce qu'il est tourné sur la défense d'Israël. Dans les grands services, on les connaît, c'est les États-Unis, avec la CIA, bien évidemment, la Russie, avec le FSB. On peut considérer que la France fait partie des meilleurs services, parce qu'au regard des moyens consacrés, au regard des personnels qui y travaillent,
on arrive à emporter de très grands succès. C'est d'ailleurs pour ça que les grands services nous regardent souvent, soit avec envie, soit avec défiance. Il y a la dimension francophone aussi peut-être d'ailleurs, qui a des services français, notamment en Afrique, au Maghreb. C'est vrai, il y a une vraie présence sur les territoires qui nécessite aussi une interaction avec d'autres services étrangers. C'est aussi une histoire de moyens. Si on compare en fait l'équivalent du coordinateur national du renseignement à son équivalent américain, qui fait beaucoup envie aux différents acteurs français, si on compare en termes de budget, la communauté du renseignement aux États-Unis, c'est à peu près 60 milliards d'investissements, quand en France, c'est 1,5 milliard si on se réfère aux travaux de Sébastien-Yves Laurent. Donc on voit un écart de moyens. Et il y a une anecdote assez truculente dans cet ouvrage. Le premier CNR discute avec son homologue américain qui lui demande « Mais combien de personnes tu diriges ?» Il fait « 15. 15 000 ?» lui répond l'Américain. Il fait « Non, 15. Tu veux dire 1500 ?» Non, vraiment 15. Et donc on voit une différence de moyens qui sont accordés et donc forcément aussi des champs qui ne peuvent pas être investis par le coordinateur national du renseignement, quand aux États-Unis ils sont 1800. Justement, on imagine que c'est sectorisé. Le talon d'Achille des services de renseignement français, ce serait le domaine économique. Oui, mais en fait, c'est leur talon d'Achille parce que c'est le talon d'Achille du gouvernement, de la sphère exécutive. Aujourd'hui, on a du mal à avoir une vraie politique économique industrielle qui soit proactive. C'est-à-dire qu'il faut d'abord un patriotisme économique avant de demander aux services de renseignement d'être efficients. Alors, c'est un préalable, bien sûr. Et puis surtout, il faut une politique publique économique. Aujourd'hui, la politique publique industrielle et économique française, elle se résume globalement dans la subvention d'entreprise. On n'est pas dans le caractère proactif ou la définition d'industrie de niche. Par exemple, Barack Obama avait fixé 5 priorités stratégiques à l'industrie américaine, dont par exemple les nanotechnologies. On n'a pas l'équivalent en France. Donc on court toujours après l'économie, après les industriels, plus que l'on est des partenaires lorsqu'on est au gouvernement. Et donc les services de renseignement qui arrivent un peu en bout de chaîne là-dessus, naturellement, ils ne sont pas le fer de lance du renseignement économique, mais tout est à faire là-dedans. C'est vraiment le domaine qu'il faut encore fouiller. Merci beaucoup à tous les deux, Florent Wadillo, Alexandre Papa-Emmanuel, Les Espions de l'Élysée, édition Talendier.